cela vient d'être dit, bien évidemment, la vaccination, c'est la perspective principale qui nous permet d'envisager, ou même pour l'instant unique, on va dire, qui nous permet d'envisager de venir à bout de cette pandémie et de tout ce qu'elle provoque. Je n'insiste pas là-dessus. Donc, la vaccination à l'égard du virus, le SARS-CoV-2, a été créée en une petite année, ce qui est absolument exceptionnel, qui est une prouesse scientifique et également industrielle et politique, parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements de diverses natures dans la mise au point de cette vaccination, si bien que depuis le mois de décembre, il a été possible de commencer à vacciner avec des produits donc, qui ont été élaborés en moins d'une année. Encore une fois, cela n'a jamais été observé dans l'histoire de la médecine au passé, et c'est vraiment une performance que l'on peut vraiment saluer. Et j'insiste, je pense que vous en êtes déjà convaincu, mais quelque chose qui est important de rappeler à l'ensemble de nos concitoyens, c'est que ce n'est pas parce que les choses ont été vite qu'elles ont été faites mal ou de façon approximative. Toutes les étapes nécessaires au développement de vaccins, tous les types de tests, la vérification de la qualité des produits, tout ça a été accompli complètement et les agences réglementaires, en ce qui nous concerne, l'Agence européenne du médicament, veillent de façon extrêmement stricte à ce point. Donc, il n'y a aucun arrangement, entre guillemets, avec la réglementation et la qualité des produits. Alors, aujourd'hui, nous disposons de 2 types de vaccins et bientôt, j'espère, nous en disposerons de 3, ce qui est bien. Plus on a de diversité d'approches, mieux c'est. Donc, comme vous le savez, le premier type de vaccin sont les vaccins ARN, avec l'ARN qui code pour la protéine Spike qui induit la réponse immunitaire. Donc, aujourd'hui, il y a 2 vaccins, Pfizer et Moderna, qui sont utilisés depuis tout à fait fin décembre en France et massivement dans le monde. Je pense que de l'ordre de 200 millions de personnes dans le monde ont reçu ce type de vaccin qui fonctionne très bien et qui est globalement bien toléré. Un deuxième type de vaccin, donc c'est celui dont on va parler essentiellement, sont les vaccins fondés sur les vecteurs adénoviraux, dont l'AstraZeneca, dont nous disposons maintenant depuis… micro n'est pas mis, on peut parler, ok. Dont nous disposons maintenant depuis environ quelques semaines. Mais il faut savoir qu'au-delà du vaccin AstraZeneca, nous devrions disposer en avril d'un autre vaccin adénovirus de la société Janssen, et puis peut-être, je ne sais pas quand exactement, mais du vaccin russe, le fameux Sputnik, qui est aussi un vaccin fondé sur des adénovirus, et dont le dossier vient d'être déposé hier à l'Agence européenne du médicament. Donc, deuxième classe. Je vais y revenir, mais juste un mot d'une troisième classe de vaccins qui devrait arriver plus tard au printemps, qui sont des vaccins plus classiques fondés sur une protéine, en l'occurrence la protéine Spike, donc la plus importante en termes d'induction de la protection immunologique, associée à un adjuvant lipidique. Donc ça, c'est le projet de la société américaine Novavax. C'est aussi le projet de la société Sanofi. Malheureusement, comme vous l'avez entendu, je pense, leur projet a été retardé et donc le vaccin Sanofi ne sera pas disponible avant la fin de l'année. Mais sachez donc qu'il y aura aussi ce troisième type de vaccin dans les semaines qui viennent, peut-être un peu plus tard, vers le mois de mai. Donc, nous disposerons à ce moment-là de probablement 6 vaccins différents pour vacciner l'ensemble de la population. Alors, j'en arrive plus précisément aux vaccins adénovirus. Donc, les adénovirus, vous le savez, sont des virus banaux responsables d'infections rhinopharyngées avec lesquelles nous vivons depuis très, très, très longtemps. En l'occurrence, les virus utilisés sont soit des virus qui ont été isolés chez l'homme, soit c'est le singe, qui sont inactivés, donc ils ne peuvent pas se répliquer, il ne peut pas y avoir de production de virus une fois vacciné. Et ces virus ont été par ailleurs modifiés pour qu'on y ait introduit le gène qui code pour la protéine Spike à nouveau, de telle manière qu'après l'injection intramusculaire donc des particules virales, eh bien, il y ait expression du gène, de la protéine, et que cette protéine induise une réponse immunitaire. Donc, le vaccin AstraZeneca, il est fondé sur un adénovirus de singe, de chimpanzé. Il a déjà été utilisé, ce n'est pas complètement nouveau, il a déjà été utilisé dans le cadre de la vaccination contre Ebola en Afrique de l'Ouest au cours de ces dernières années. Avec succès, il faut savoir que grâce à ces vaccins, on a pu enrayer des épidémies d'Ebola, et qu'il est très bien toléré. Donc, c'est une première évidence que l'on peut utiliser un vaccin de ce type. Donc, ces vaccins, maintenant, revenons au Covid, au SARS-CoV-2, le vaccin AstraZeneca a été développé initialement par l'Université d'Oxford, donc maintenant produit par la société AstraZeneca,
Et comme les autres vaccins, il est passé par toutes les étapes que j'indiquais brièvement tout à l'heure, de tests précliniques, d'essais cliniques. Et si on regarde les résultats, en termes, je pense que c'est ça qui est important, d'efficacité et puis de tolérance, on va s'apercevoir, je vous donne tout de suite ma conclusion, que c'est un excellent vaccin, à vrai dire, qui est équivalent dans son efficacité au vaccin ARN de type Pfizer et Moderna. Il y a eu un certain nombre de commentaires semi-négatifs, parfois franchement négatifs, exprimés à l'égard de ce vaccin, soit à propos de son efficacité, je vais y revenir, soit à propos de sa tolérance, j'y viendrai ensuite. Je vois que quelqu'un pose immédiatement la question du CureVac. Le CureVac, je le mentionne au passage, c'est un troisième vaccin ARN qui sera disponible plus tard au printemps. Et pour l'instant, il n'y a pas les données encore. Donc, l'efficacité. Les essais cliniques menés par la société AstraZeneca ont montré que 2 injections de ce vaccin permettaient d'obtenir une protection contre l'infection. Initialement, les premiers résultats, c'était un peu plus de 60%, mais les réanalyses et les publications récentes montrent que si on optimise l'utilisation de ce vaccin, c'est-à-dire avec 2 injections effectuées à 12 semaines, je dis bien 12 semaines d'intervalle, alors pour les vaccins ARN, c'est comme vous le savez 4 semaines, donc ce sont des schémas complètement différents. Donc après 12 injections après 12 semaines, on obtient une protection de 82%, ce qui n'est pas très loin des résultats qui ont été annoncés dans les essais cliniques des vaccins ARN messagers, et qu'après la première dose, à partir de J21 et jusqu'à J90, donc au temps de la seconde dose, le niveau de protection est de 76%, ce qui est bien. Et ce qui est encore mieux, c'est que si on regarde la protection à l'égard des infections sévères, en gros, celles qui conduisent à une hospitalisation, le niveau de protection est de l'ordre de 90%. Donc déjà dans les essais cliniques, en fait, on s'aperçoit que les données sont à peu près équivalentes à celles obtenues avec le vaccin Pfizer et Moderna. Et puis, plus important, enfin largement aussi important, ce sont les résultats qui ont été divulgués la semaine dernière lors de l'utilisation en vie réelle, donc hors essai clinique, de ce vaccin en Grande-Bretagne, où c'est là qu'il a été le premier utilisé depuis tout début janvier. Et les premiers résultats sont venus d'Écosse, où des données correspondant à peu près à 500 000, c'est pas mal, 500 000 sujets vaccinés par l'AstraZeneca. Ils ont aussi donné des résultats pour le vaccin Pfizer, mais montrent d'ailleurs que, évidemment, à court terme, puisqu'on n'a pas encore beaucoup de recul, mais que l'efficacité de protection à l'égard de l'hospitalisation, donc des formes relativement sévères, est juste identique. Ce sont les mêmes chiffres, autour de 85-90%, avec le vaccin Pfizer et le vaccin AstraZeneca. Et point important, c'est qu'ils ont vacciné en Écosse, et d'ailleurs en Grande-Bretagne d'une manière générale, beaucoup de personnes âgées, parce que c'était comme dans notre pays, ils ont privilégié les personnes âgées, mais d'emblée en vaccinant avec l'AstraZeneca, contrairement à nous. J'y reviendrai. Et ceci a permis d'obtenir des données d'efficacité sur la vaccination des personnes âgées, ce qui est une bonne chose parce que dans les essais cliniques menés antérieurement par la société AstraZeneca, il n'y avait pas eu de tests chez des personnes âgées, d'où le fait que les recommandations d'utilisation de ce vaccin, jusqu'à peu, étaient de 18 à 65 ans, mais pas au-delà. Mais donc maintenant, nous savons par les données écossaises, puis également 2 études anglaises dont on a eu les résultats cette semaine, que chez les sujets âgés de plus de 65 ans, 75, 80 et au-delà, le vaccin est efficace, au-delà de 80% de protection à J35 à peu près après la première dose, et en termes de protection contre l'hospitalisation, donc vraiment des formes déjà assez sévères de la maladie. Et ces résultats, je le répète, sont globalement identiques. C'est vraiment, il n'y a aucune différence significative, parfois un peu au-dessus, parfois un peu au-dessous, peu importe, globalement identiques aux résultats des vaccins ARN. Donc la conclusion de toutes ces données, c'est que c'est un excellent vaccin en termes d'efficacité. Après se pose la question de son efficacité sur les variants, évidemment, c'est une question très importante. À l'égard du variant britannique, qui, comme vous le savez, est aujourd'hui très prédominant en France, sauf exception, mais qui ne concerne pas votre région, ce vaccin est tout à fait efficace parce qu'à vrai dire, les études dont je viens de vous parler, réalisées, enfin les études, le suivi de la vaccination en Écosse et en Angleterre était fait dans un contexte où la prévalence du virus variant britannique est de 96%, supérieure encore à ce qu'elle est en France aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de souci à l'égard de la protection contre ce variant. Ça, c'est très important pour nous, puisque
Comme vous le savez, globalement, aujourd'hui, ce variant représente plus de la moitié des souches qui sont infectantes en France. Après, il y a la question du variant type sud-africain, qui est un peu plus embêtante parce que c'est un variant qui permet un échappement à la réponse immune naturelle contre le virus d'origine. C'est ce qui a été observé en Afrique du Sud. Là, pour l'instant, nous n'avons pas d'informations. Il n'y a pas d'informations parce qu'il n'y a pas eu d'études permettant de tester l'efficacité de ce vaccin dans des conditions satisfaisantes à l'égard de ce virus. On sait simplement chez l'animal, donc ça a une valeur relative, mais bon, quand même dans un modèle de hamster, savoir que le hamster est le meilleur modèle animal de l'infection par le SARS-CoV-2, le plus proche de l'homme. Et dans ce modèle, si on infecte des hamsters avec le virus variant d'Afrique du Sud, et qu'ensuite, au préalable, on a vacciné le hamster avec le vaccin AstraZeneca, on protège le hamster contre l'infection, contre la pneumonie. Alors, on ne peut pas extrapoler directement à l'homme, mais c'est un résultat plutôt encourageant. Mais en tous les cas, pour toutes les régions de France, et pour votre région, c'est tout à fait sans exception le cas où le variant sud-africain est présent à un niveau qui est à peine significatif, de quelques pourcents, c'est de toute façon pas un souci. Donc, ces observations concernant l'efficacité, et en particulier l'efficacité chez les personnes âgées, ont conduit la Haute Autorité de Santé à changer les modalités de prescription et donc les recommandations d'utilisation de ce vaccin. Et donc maintenant, ce vaccin peut être utilisé pour vacciner des adultes sans aucune restriction d'âge. Donc bien sûr, comme avant, les gens avant 65 ans, mais aussi au-delà de 65 ans et sans limite d'âge. Si bien que les indications de cette vaccination aujourd'hui, ce sont les professionnels de santé, et je reviendrai sur ce point à propos de la tolérance, ce sont les personnes âgées de plus de 50 ans et sans limite d'âge, pour être plus précis, entre 50 et 75 avec comorbidité, obésité, hypertension artérielle, diabète, et au-delà de 75 ans, sans restriction. Donc, là, y compris, on peut encore vacciner maintenant les quelques personnes en EHPAD qui n'auraient pas pu être vaccinées dans le cadre du plan de vaccination dans les différents EHPAD, de l'être par ce vaccin. Donc, cela permet une large utilisation de ce vaccin compte tenu de ces niveaux d'efficacité que je viens d'indiquer. Voilà, ça c'était pour l'efficacité. Pour la tolérance, il y a eu un peu d'émoi parce que chez des sujets jeunes, en l'occurrence des professionnels de santé qui ont reçu ce vaccin en France et aussi à l'étranger au cours de ces dernières semaines, il y a eu la survenue de façon non rare d'épisodes dans les 48 heures qui suivent la vaccination, de fièvre, de frissons, de maux de tête, bref, de quelque chose qui est comme un syndrome grippal, sauf qu'il n'y a pas de virus. Mais c'est une réponse immunitaire évidemment déclenchée par le vaccin. Ça s'observe chez les sujets jeunes, pas chez les sujets au-delà de 50 ans, donc pour les indications dont je parlais à l'instant concernant les personnes avec comorbidité ou les personnes âgées, c'est de toute façon pas un souci. Pour les plus jeunes, où ça peut être un souci, ça a été un souci puisqu'il y a eu des arrêts maladie, par exemple, de personnes travaillant dans une même unité et créant quelques difficultés d'organisation de soins. Donc ça, c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Il faut faire remarquer qu'aussi désagréable que ce soit, ce n'est pas grave, c'est totalement réversible, il n'y a pas de séquelles et par ailleurs qu'il n'y a pas d'autres effets secondaires. Donc qu'est-ce qu'on peut faire face à ce problème? Avant de répondre à cette question, juste, je voudrais ajouter un mot sur le fait que on soupçonne, même si on n'en a pas la preuve aujourd'hui, que ces effets secondaires immédiats surviennent surtout chez des gens qui, en fait, ont déjà fait le Covid antérieurement, que ce soit une réponse immune accentuée par l'immunité préalable. Ceci n'est pas démontré formellement, mais est en cours d'investigation. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer cet effet secondaire immédiat qui est évidemment désagréable et qui peut entraîner, et on sait que c'est le cas, des réticences à la vaccination? On peut faire deux choses très simples. En termes d'organisation, c'est éviter que les personnes travaillant dans un même service, une même unité clinique, se fassent vacciner ensemble, au cas où il y aurait des arrêts de travail qui ne soient pas tous simultanés. C'est une évidence. Mais surtout, ce qu'il faut faire, et c'est très simple, c'est de façon préventive, juste avant la vaccination, commencer à prendre du paracétamol. Chacun connaît le paracétamol et tout le monde en a pris.
et d'en prendre régulièrement toutes les 6 heures, si nécessaire pendant 48 heures. On sait, ça a été observé en Grande-Bretagne, que cette prise de paracétamol atténue considérablement les symptômes et fait que ces effets secondaires sont extrêmement limités. Donc je pense qu'on a là une mesure extrêmement simple et qui doit rassurer et permettre de vacciner avec le vaccin AstraZeneca. Donc si on résume l'ensemble des informations, nous savons aujourd'hui, à la fois par les études cliniques dites de phase 3 et encore plus grâce aux études en vie réelle de la vaccination en Grande-Bretagne, en Écosse d'une part, en Angleterre d'autre part, que ce vaccin est efficace, en tous les cas à court terme, aussi efficace que le sont les vaccins ARN. Évidemment, ni pour les vaccins ARN, ni pour les vaccins à adénovirus, on a de vision à long terme. Forcément, il faudra attendre, on n'a pas le choix. Mais l'efficacité est la même, donc ces vaccins sont juste superposables. Et à vrai dire, à part la différence de logistique du transport et de la conservation de ces vaccins, puisque les vaccins ARN nécessitent, comme vous le savez, qu'ils soient conservés, congelés, et qu'une fois décongelés, on a un temps d'utilisation assez bref, alors que les vaccins de type AstraZeneca n'ont pas besoin d'être congelés, se conservent à 4 degrés. Donc, comme vous le savez, leur circuit de ce fait de la façon de les délivrer est différent, mais c'est le seul point. Finalement, ils sont in fine, on peut considérer interchangeables en termes d'indication et d'utilisation. Simplement, le premier, les vaccins ARN, c'est 2 injections à 4 semaines d'intervalle. Le vaccin AstraZeneca, c'est 2 injections à 12 semaines d'intervalle. Et pour le vaccin AstraZeneca, il peut être utilisé évidemment dans les centres de vaccination, comme les vaccins ARN, mais aussi, ça c'est la nouveauté depuis maintenant 8-10 jours, chez le médecin généraliste. Et comme vous avez dû l'entendre hier, le 15 mars, donc dans 10 jours, ça sera également possible de vacciner en pharmacie, donc ça, qui augmente les possibilités d'utilisation de ce vaccin. Donc voilà, ce vaccin, en conclusion, est un excellent vaccin en termes d'efficacité, que sa tolérance peut être rendue tout à fait acceptable avec la prise de paracétamol pour les sujets jeunes, ne pose de toute façon pas de problème pour les sujets plus âgés. Donc il n'y a aucune raison objective pour que persiste une réticence à l'emploi de ce vaccin. Malheureusement, encore aujourd'hui, il y a en France des stocks de ce vaccin qui n'ont pas été utilisés à cause des doutes non justifiés, je le répète, sur l'utilisation de ce vaccin. Or, les choses ne peuvent pas rester ainsi, car le succès de la campagne vaccinale, qui implique de vacciner les professionnels de santé, les personnes fragiles et puis plus tard le reste de la population, implique qu'on utilise tous les vaccins disponibles et au plus vite. Et c'est, comme vous le savez, une forme de course contre la montre entre l'infection et la vaccination. Voilà, donc j'espère que vous serez les porte-parole, les ambassadeurs dans votre région de l'utilisation de ce vaccin auprès des collègues professionnels de santé, jeunes, surtout les non-médecins. Les médecins ont l'air plus convaincus, mais les infirmières, les aides-soignants, les kinésithérapeutes, les orthophonistes, etc. Il faut vraiment leur apporter toute l'information et l'argumentation nécessaire pour qu'ils comprennent, excusez-moi, qu'ils doivent être vaccinés. Et puis, bien sûr, aussi pour vacciner les personnes plus âgées, à partir de 50 ans aujourd'hui, qui ont besoin de l'être compte tenu de leur relative ou moins relative fragilité à l'égard de l'infection. Voilà ce que je voulais vous dire. Et bien sûr, je suis prêt à répondre à votre question. Je vois qu'il y en a toute une série là qui s'affiche. Donc, je vais y répondre l'une après l'autre, je pense. C'est comme ça qu'on fait, Morgane? Vous m'entendez? Allez-y, Alain, je pense que vous pouvez. D'accord. Donc, je prends les questions telles qu'elles sont rédigées. Donc, la première question, c'est pour les personnes âgées de plus de 75 ans, peut-elle être vaccinée avec le vaccin AstraZeneca? Absolument, puisque les données britanniques montrent que le niveau d'efficacité est comparable, au-delà de 80% de protection, que l'on utilise ce vaccin-là ou le vaccin de type Pfizer ou éventuellement Moderna. Donc, aujourd'hui, on peut pratiquement les substituer l'un à l'autre. Donc, les utiliser pour des personnes de plus de 75 ans qui pourraient aller se faire vacciner chez leur médecin généraliste, et aussi pour finir, si je puis dire, compléter les vaccinations de personnes en résidence, en EHPAD, qui auraient pu ne pas avoir été vaccinées lors des campagnes de vaccination. On peut tout à fait envisager aujourd'hui d'utiliser l'AstraZeneca pour eux.
Deuxième question, patients sous anticoagulants et vaccin AZ, c'est la même problématique pour le Pfizer, il faut prendre les mêmes précautions, rien de plus. Il y a un petit protocole adapté à la vaccination des sujets sous anticoagulants, mais il n'y a aucune différence que l'on considère les vaccins ARN ou le vaccin AstraZeneca. Troisième question, certains patients ont une dose de vaccin dans un pays étranger avec des vaccins non disponibles en France, chinois notamment. Peut-on faire la seconde injection avec un autre vaccin? Alors, on n'a pas une réponse documentée à cette question, puisqu'évidemment, il n'y a pas eu d'études de ce type. Mais je dirais que la réflexion de bon sens, c'est oui, il vaut évidemment mieux faire une seconde injection avec un autre vaccin plutôt que de ne pas vacciner ou attendre la mise à disposition du vaccin chinois en question en France, qui risque d'être très long. Donc, de façon pragmatique, je pense qu'il faut vacciner avec un autre type de vaccin, que ce soit Pfizer ou AstraZeneca. Quatrième question. Si nous avons préparé une seringue et que le patient ne vient pas, peut-on conserver la seringue au frigo pendant 48 heures ou cette modalité de conservation n'est valable que pour les flacons? En principe, une fois en seringue, ça doit être utilisé dans la journée. Mais c'est sûr que c'est tout à fait regrettable de perdre des doses. La moins mauvaise solution, c'est de vacciner quelqu'un, même s'il n'entre pas dans les publics prioritaires actuels. Il vaut mieux vacciner quelqu'un de plus jeune ou en bonne santé et qui demande la vaccination que de jeter la dose. C'est bien évident. Donc, toute possibilité de personne qui vient à votre cabinet, à votre centre de vaccination et qui souhaite se vacciner doit pouvoir profiter de cette dose disponible. Alors, doit-on réaliser un test RT-PCR chez un patient vacciné avant une intervention chirurgicale? Non, à mon avis, pour l'absence de symptômes, il n'y a surtout pas chez un sujet vacciné. Non, je ne vois pas l'indication. Sixième question, quand les patients psychiques hospitalisés, psychiques, vous voulez dire des psychiatriques, j'imagine, seront-ils vaccinés? Il y a urgence et les familles sont très inquiètes. Alors, les patients avec les formes sévères de maladies psychiatriques entrent dans les priorités, donc elles peuvent être tout à fait vaccinées. Pardon, là, vous êtes dans les patients hospitalisés. Les patients hospitalisés peuvent être vaccinés, ça c'est encore plus simple. Ils peuvent être tout à fait vaccinés aujourd'hui, au moins, évidemment, pour les sujets de plus de 50 ans, et même pour les sujets de moins de 50 ans, mais avec des formes sévères de maladies psychiatriques, ils entrent dans les indications de haute priorité. Septièmement, quelle perspective sur l'évolution des vaccins pour être efficace sur les variants à long terme? C'est évidemment une question importante. Donc, d'une part, les données que je vous ai indiquées tout à l'heure sont quand même plutôt rassurantes sur le fait que les vaccins dont nous disposons sont efficaces avec certitude sur le variant britannique, probablement, même si c'est un peu moins, sur le variant sud-africain. Ce qui est prévu pour la suite, ce qui est en cours de développement, ce sont des vaccins où les variants sont intégrés, c'est-à-dire que l'ARN pour les vaccins ARN ou le gène pour le vaccin AstraZeneca comporte maintenant les mutations de variants britanniques, sud-africains ou brésiliens. Et donc, il est prévu qu'à l'automne, ce type de vaccins qui seront testés cet été puissent être utilisés comme rappel, par exemple, avec l'idée que si de nouveaux variants devaient apparaître, pour qu'ils soient menaçants, ils devraient probablement combiner les variations déjà existantes avec de nouvelles. Et donc, on aurait un vaccin plus proche d'un futur variant que le vaccin initial. Donc, ce qui est une façon logique et pertinente de préparer des nouveaux vaccins. Donc, si nécessaire, ces vaccins pourront être utilisés à partir de l'automne. On verra par ailleurs quelle est la durée. C'est une autre question de protection apportée par les vaccins. On espère qu'elle soit assez longue compte tenu du fait qu'on part d'un niveau de protection élevé, mais on ne sait pas tout à fait aujourd'hui. Donc, on ne sait pas si on aura besoin d'être vacciné tous les ans ou des choses comme ça. Et si c'est le cas, sans doute, on sera vacciné avec des vaccins dirigés contre les variants et qui pourront ensuite, si nécessaire, dans les années suivantes, être adaptés, comme le sont, d'une certaine façon, les vaccins contre la grippe. Ensuite, plus de 75 ans avec comorbidité, qu'il y ait comorbidité ou pas, tous les sujets de plus de 75 ans peuvent être vaccinés. Donc là, il n'y a pas aucune restriction. Alors, la difficulté que vous mentionnez, bien sûr, ce sont pour les patients à mobilité réduite. Alors, je pense qu'il y a les solutions, il y en a de plusieurs types. Pour les personnes qui disposent à proximité de personnes de leur famille qui peuvent les amener à un centre de vaccination ou chez le médecin, c'est une solution possible, bien sûr. Et sinon, se met en place
dans beaucoup d'endroits, donc je pense probablement dans votre région aussi, des unités mobiles à partir des centres de vaccination, des ARS avec l'aide des mairies et des professionnels de santé, je le sais, mettent en place ce type de solutions permettant d'aller vers ces personnes. Évidemment, c'est un travail difficile parce que c'est un relativement petit nombre de personnes et par définition dispersées, mais progressivement, cela doit pouvoir se faire et doit se faire parce que bien sûr, elles sont fragiles, ces personnes, et elles ont besoin d'être vaccinées le plus rapidement possible. Donc, c'est un effort important d'organisation qui implique les élus locaux, l'agence régionale, les agences régionales de santé et les professionnels de santé, bien évidemment. Question suivante, quelles sont les contre-indications à la vaccination pour le vaccin AstraZeneca? À vrai dire, il n'y en a pas, si ce n'est temporaire, mais c'est vrai pour le vaccin de Pfizer aussi. Bien sûr, si quelqu'un est en cours, a une maladie en cours, une maladie infectieuse en cours, on attend évidemment que cette infection soit passée, mais sinon, il n'y a pas de contre-indication. Après, alors, Alain, je ne sais pas si vous voyez, normalement, j'ai partagé mon écran. On a eu 14 nouvelles questions entre-temps dans le chat, donc ça commence par celle qui est surlignée en bleu concernant les soignants. Mais moi, je ne les vois pas pour l'instant. Je vois que la page avec les 9 questions. Ah, OK. Alors, je vais essayer de rétablir ça. Alors. Là, vous voyez? Non, pour l'instant, j'ai toujours les questions, la première liste de questions. Ok, bon, bah alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous les lire, ce sera plus simple. Allez-y. Alors, concernant les soignants, pour augmenter l'adhésion à la vaccination, indispensable dans la stratégie de vaccination avant de la rendre obligatoire, ne peut-on envisager de leur laisser le choix du vaccin? D'abord, le choix du vaccin, ça dépend de la disponibilité locale dans chaque lieu de vaccination. Mais je pense que donc déjà, il y a une question pratique. Est-ce que les deux vaccins sont disponibles à un endroit donné où sont vaccinés des professionnels de santé? Ça peut être le cas, mais pas forcément toujours. Mais je ne suis pas sûr parce que c'est une fausse solution. Il faut arrêter avec les faux bruits concernant le vaccin AstraZeneca. Ces produits sont, in fine, en termes d'efficacité, absolument interchangeables. Et la question de la tolérance, je l'ai indiqué tout à l'heure, elle est résolue, quasiment résolue par l'utilisation du paracétamol systématique. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est, malheureusement, ça prend du temps, c'est informer, expliquer. C'est chacun avec ses mots, mais ce sont les éléments que j'ai indiqués tout à l'heure, c'est les faits scientifiques, médicaux, qui indiquent que ces vaccins sont les uns comme les autres tout à fait efficaces et qu'ils sont bien tolérés si on les utilise de la bonne façon. Je pense que c'est ainsi qu'il faut présenter les choses et faire en sorte que les gens adhèrent à la vaccination. Il faut qu'ils adhèrent parce qu'effectivement, si jamais on n'y arrive pas, ce qui pourrait arriver, comme ça a déjà été évoqué, c'est une obligation vaccinale parce qu'on ne peut pas se permettre que les professionnels de santé ne soient pas vaccinés, d'autant plus que commencent à apparaître des données, même s'il faut être prudent sur leur interprétation, mais qui laissent suggérer que les vaccins pourraient agir sur la transmission, donc éviter les infections nosocomiales, ce qui est quand même une responsabilité majeure des soignants. D'autre part, il faut rappeler bien sûr la nécessité de l'exemplarité et que nous, soignants, devons montrer l'exemple au reste de la population sur la vaccination et son importance dans le contexte de cette pandémie. Donc, je pense que ceci est vraiment indispensable. Et si jamais on devait en arriver à l'obligation, je pense qu'il faut dire les choses calmement. Hein. Nous sommes tous vaccinés par le vaccin de l'hépatite B parce que c'est obligatoire pour les professionnels de santé, ce qui est une mesure sage. Donc, espérons que les explications, la pédagogie, la mise en face de responsabilité de chacun suffira. Je pense que ça devrait pouvoir suffire, mais si ça ne suffit pas, on ne peut pas laisser trop de professionnels de santé non vaccinés. Comme vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas plus d'un tiers des professionnels de santé en France qui sont vaccinés.
À Paris, à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, c'est 30%. Pour moi, je considère que c'est inadmissible. Donc, il faut agir. Donc, pédagogie, 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 et puis on verra après. Alors, j'ai une question. La surveillance de 15 minutes est un frein à la réalisation à domicile de la vaccination. Peut-on s'en affranchir avec AstraZeneca? Absolument. La surveillance de 15 minutes pour les vaccins de Pfizer, elle est liée au risque de choc anaphylactique exceptionnel. Une fois un cas sur 100 000 avec ces vaccins, parce que c'est aussi avec le vaccin Moderna, qui sont dus à un des produits, un des constituants de ces vaccins ARN. Ça survient chez des sujets, c'est pas des sujets qui ont des antécédents d'allergie. Il faut faire attention à pas créer de fausses contre-indications. Ça survient chez des sujets qui ont une certaine forme d'hypersensibilité et qui ont déjà fait des chocs anaphylactiques et qui ont des stylos d'adrénaline, qui savent que quand ça leur arrive, ils s'injectent l'adrénaline et ça va. Mais c'est évidemment, dans ce contexte, par prudence, il faut surveiller les gens 15 minutes. Mais ce type de problème n'est pas observé avec le vaccin AstraZeneca. Donc, ça simplifie aussi la procédure. Il n'y a pas besoin de surveiller les gens 15 minutes. Alors, j'ai une question de la cellule départementale vaccination du Doubs. AstraZeneca peut-il être utilisé pour les 50-74 ans sans comorbidité? Alors, pas encore aujourd'hui, parce qu'il y a quand même entre 50 et 74 ans, il y a environ presque 5 millions de personnes en France qui ont des comorbidités. Et donc, évidemment, la priorité leur est donnée puisqu'ils sont plus à risque que les personnes du même âge sans comorbidité de faire une infection sévère par le Covid. Les estimations en fonction du nombre de doses disponibles, c'est qu'il devrait être possible d'ouvrir la vaccination au moins déjà aux 65-74 sans comorbidité en avril. Et les 50-65, j'espère pas longtemps après, parce qu'en avril, on disposera d'un très grand nombre de doses, s'il n'y a pas de mauvaise surprise de livraison, de l'ordre de 18 millions de doses de vaccins. Donc, ceci viendra de façon étagée à partir de début avril. Alors, les travailleurs handicapés accueillis en ESAT sont-ils concernés par la vaccination en service de santé au travail? Oui, il n'y a aucune raison qu'ils ne puissent pas en bénéficier. Un test PCR risque-t-il d'être positif dans les jours suivant une injection? Non, puisque le PCR détecte, amplifie le matériel génétique du virus d'une façon large et donc ne peut être positif. Non, il n'y a pas de faux positif lié au vaccin. Grossesse et allaitement restent-ils des contre-indications au vaccin contre le Covid? Non, ce ne sont pas des contre-indications. L'allaitement, ça c'est clair, absolument aucune raison. Bon, ce qui se passe évidemment, c'est que c'est rare qu'une femme en âge d'avoir un bébé et donc en train d'allaiter soit aujourd'hui en situation d'indication de vaccination, parce que ce sont des personnes jeunes et en règle en bonne santé, mais il peut y avoir des exceptions et des femmes relativement jeunes qui aient de telles comorbidités qu'il y ait une indication de vaccination, par exemple quelqu'un qui a une transplantation d'organes. Et donc, dans ce cas-là, il faut vacciner. Il n'y a aucune raison de ne pas vacciner ces femmes. Pour la grossesse, il n'y a pas non plus de contre-indication. Il n'y a aucune raison de craindre quoi que ce soit. Il y a déjà eu là des femmes vaccinées. À nouveau, il y a très peu d'indications dans le compte tenu de l'âge de ces femmes. Alors, il y a une discussion sur le fait que la grossesse elle-même est probablement un petit facteur de risque, pas majeur, mais bon, pour l'instant, ce n'est pas considéré comme une indication en tant que telle. Mais si une femme enceinte doit être vaccinée parce qu'elle a une comorbidité qui le justifie, elle peut l'être. Donc, il n'y a pas de contre-indication. Il n'y a pas d'indication pour l'instant chez les personnes en bonne santé. Et il y a une indication chez les personnes qui ont un problème de santé qui justifie la vaccination. Patients sous antiagrégants, idem anticoagulant. Oui, ben, ils peuvent être vaccinés. Il y a un protocole précis sur qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut interrompre 12 heures le traitement anticoagulant, le comprimé, etc. Mais, donc, quel que soit le vaccin, c'est faisable avec un petit aménagement du protocole du traitement anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire. Sait-on à quelle fréquence nous devrons être vaccinés à l'avenir et en sait-on plus sur l'immunité apportée par le vaccin à long terme? Non, parce que par définition, c'est le temps qui nous dira. C'est en mesurant
le taux de protection au fil des mois qu'on pourra répondre à cette question qui est évidemment extrêmement importante. Il y a deux éléments qui rendent optimistes. Le premier, c'est que l'immunité naturelle, donc celle qui est provoquée par l'infection, est durable. On a montré maintenant qu'après, on en est à 8 mois après une infection, les gens ont toujours des anticorps, la plupart des gens, il y a une petite minorité qui n'en a pas, mais la grande majorité des sujets qui ont été infectés ont toujours des anticorps et des anticorps neutralisants, donc a priori efficaces, et ont également des lymphocytes B, mémoire spécifique du virus, et des lymphocytes T, donc immunité cellulaire spécifique du virus. Donc on peut espérer qu'il en soit de même après la vaccination, même si on n'en est pas certain aujourd'hui, bien évidemment. Et le second élément qui rend optimiste, c'est le fait qu'on obtienne à court terme des niveaux de protection extrêmement élevés. On part de très haut, 85, 90%, voire 95%. Et donc, on peut espérer que même s'il y a une décroissance, elle soit suffisamment lente pour que nous restions protégés pendant de très nombreux mois, années. Je ne sais pas, on verra, mais évidemment, ceci va être surveillé de très près. La recommandation de une injection en cas d'ATCD de Covid concerne-t-elle bien AstraZeneca également? Sauf erreur, ce n'était pas dans l'avis HAS. Si, c'est quel que soit le type de vaccin, chez les personnes qui ont déjà fait le Covid, la recommandation, c'est d'une part d'attendre plusieurs mois après l'infection pour se vacciner et de faire qu'une seule injection, quel que soit le vaccin, parce qu'il a été montré que ça déclenche une réponse anticorps très forte, donc vraiment une immunité très forte, et que cela suffit à protéger ces personnes. Que dire aux soignants qui nous parlent de la méconnaissance des effets secondaires au long cours? Premièrement, il y a très peu d'effets secondaires au long cours des vaccins en général. Si on regarde, quand je dis très peu, il faut les chercher. Parce que les quelques effets secondaires observés après certains vaccins, on peut parler des accidents exceptionnels de narcolepsie, par exemple, avec un vaccin antigrippal, pas un seul, pas les autres, sont observés dans les semaines qui suivent la vaccination. Les quelques cas observés de syndrome de Guillain-Barré qui ont été observés après différents vaccins, mais cela dit qu'ils sont aussi observés après infection, il ne faut pas l'oublier, c'est en fait le même phénomène, sont observés à court terme et pas à long terme. Il n'y a pas de notion c'est une espèce de légende qui court autour des complications à long terme de la vaccination. D'ailleurs, il n'y en a pas. Mais il y a de façon exceptionnelle des complications comme celles que je viens de vous signaler qui sont sérieuses et qu'il faut considérer, mais encore une fois, qui sont observées aussi après l'infection naturelle et qui, de toute façon, sont à court terme. Donc, les informations dont nous disposons aujourd'hui concernant les deux types de vaccins, que ce soit les vaccins ARN, les vaccins à vecteurs adénoviraux qui sont utilisés depuis maintenant, en vie réelle depuis, ça fait maintenant 3 mois, un peu plus de 3 mois, et chez les sujets qui ont participé aux essais cliniques, ça fait maintenant 8-9 mois à peu près, sont très rassurants puisqu'on n'observe pas, en dehors des chocs anaphylactiques dont on a parlé tout à l'heure, de quelques cas de poussée d'hypertension artérielle immédiate ou de tachycardie immédiate, c'est-à-dire dans les heures qui suivent la vaccination, il n'a pas été rapporté à ce jour de complications dans les jours, les semaines qui viennent. Et je rappelle qu'on en est quand même à plus de 150 millions d'injections dans le monde de vaccins ARN et qu'on doit en être à quelques millions, je dis bien millions, pas milliers, quelques millions d'injections du vaccin AstraZeneca. Et les informations, elles circulent du monde entier. Donc je pense qu'on peut être tout à fait rassuré et expliquer à ces professionnels de santé qu'il n'y a pas lieu de craindre de complications de cette vaccination, alors que même si on est jeune et en bonne santé, on a un risque faible, mais pas négligeable, de faire une infection grave par le Covid. Donc la balance entre les bénéfices de la vaccination, éviter cela, sans parler d'éviter, de contribuer à une immunité collective et permettre à nous tous de recouvrer une vie sociale normale, l'emporte très largement sur les possibles effets secondaires. Alors, nous avons une autre question sur la surveillance de 15 minutes après la vaccination, uniquement pour Pfizer ou AstraZeneca et les autres également. Non, Pfizer, j'ai répondu tout à l'heure, je crois. Pfizer, parce qu'à cause du risque de choc anaphylactique, alors que ce risque de choc anaphylactique, il n'y a pas eu de description à ce jour de tels incidents, donc avec des millions de personnes vaccinées, je le répète, donc il n'y a pas lieu de surveiller les gens 15 minutes après le vaccin AstraZeneca, ce qui simplifie évidemment
l'organisation d'une séance de vaccination avec l'AstraZeneca. Est-ce que le cancer est une contre-indication au vaccin AstraZeneca? Non seulement ce n'est pas une contre-indication, mais c'est une indication. Les personnes, il y a deux niveaux. L'INCa, l'Institut national du cancer, a fait des recommandations très précises. Si vous voulez, vous pouvez les lire sur leur site. Les personnes en cours de chimiothérapie sont une situation d'indication de très haute priorité de la vaccination, idéalement avant de commencer la chimiothérapie, mais ce n'est pas toujours possible. En tous les cas, c'est une indication, encore une fois, ultra prioritaire, donc qui avait été mise en place dès janvier. Et pour les personnes qui ont des antécédents de cancer qui ne sont plus traitées, il reste des personnes avec un risque relatif. Et donc, ce sont des personnes qui sont éligibles, pour l'instant, pour les plus de 50 ans, à la vaccination par l'AstraZeneca, sans aucun doute. Donc, c'est pas de contre-indication, au contraire, indication. Quid de la diminution du portage viral par les vaccins Covid? Oui, je pense que ça, c'est la question de la transmission, qui est une question très importante. Évidemment, si les vaccins bloquent au moins partiellement la transmission du virus, ça permettra d'obtenir plus rapidement une immunité de groupe, même si on sait qu'à cause des variants, il faudra quand même que beaucoup de monde se vaccine, probablement 80-90% de la population. Mais c'est une information importante, puisque si également en termes de vie sociale, puisque si quelqu'un vacciné n'est plus à risque de diffuser le virus aux personnes avec lesquelles il entre en contact, cela facilitera la reprise d'une vie sociale moins perturbée qu'elle ne l'est actuellement. On n'a pas pour l'instant de démonstration formelle que ces vaccins préviennent la transmission. Il commence à y avoir des données, en particulier pour les vaccins Pfizer, que d'après les données israéliennes de vaccination donc en vie réelle massive des Israéliens, qu'il en est ainsi. Ce qui permet de le dire, mais c'est une donnée indirecte, c'est la prévention des formes asymptomatiques qui sont détectées uniquement par la positivité de la PCR, puisque ces vaccins réduisent considérablement la fréquence de détection chez les sujets vaccinés du virus par PCR. Donc ceci est encourageant, mais pas encore une démonstration complète. Alors, on a à peu près 5 questions en une. Plusieurs questions pour essayer d'augmenter l'adhésion des soignants, notamment à la fois sur la durée de l'immunité avec Astra, la sérologie prévaccinale pour les soignants, le libre choix aussi du vaccin aux soignants et les résultats qu'on a sur une dose avec Astra, 2 doses avec ARN. Voilà, il y a plusieurs éléments en une question. Oui, j'ai déjà répondu en partie. On n'a pas plus. Je pense que… En ce qui concerne la durée de la protection, on n'en sait pas plus, forcément. Avec le vaccin de Pfizer, d'AstraZeneca, on a commencé à les utiliser à 1 mois d'intervalle. Donc, le niveau d'information est le même. Il n'y a pas de différence qui permette de dire que l'un a un effet plus durable que l'autre. C'est le premier point. Le niveau de protection pour l'AstraZeneca, après une dose, c'est 76% entre J21 et J90, et ça monte dans les essais cliniques, ça monte à 82 après la seconde dose. Et dans la vie réelle des Écossais et des Anglais, ça dépend des chiffres, ça dépend ce qu'on regarde exactement, mais on est dans le 80-90%, et notamment, c'est le plus important, 90% dans la prévention des hospitalisations. Et pour le Pfizer, c'est la même chose. La même chose. Donc, ces vaccins sont sur ce point interchangeables. Est-ce qu'il faut laisser le choix? Je répète qu'à mon avis, non, parce que je pense que ce n'est pas une bonne solution. Je pense qu'il faut expliquer aux gens, il faut sortir des fausses images de la vaccination. Il faut vacciner avec les vaccins disponibles là où il y en a. Alors, il y a justement, il y avait une autre question de cette personne qui était sur le fait de peut-être pour remporter la confiance, la possibilité de communiquer sur les possibilités de prise en charge de l'arrêt de travail post-vaccinal chez les soignants, pas de jour de carence. Bon, je ne suis pas complètement placé pour répondre à cette question sur le jour de carence. Je peux dire là, il faut remonter vers les autorités gouvernementales qui sont en charge de cette question, mais moi, je ferai une réponse en amont. C'est que si cette personne prend du paracétamol, ce qui est quand même vraiment banal et qu'on fait tous un jour ou l'autre chaque année, au moment de se vacciner, il n'y aura sûrement pas d'arrêt de travail. Donc c'est encore mieux, c'est de ne pas être malade et de ne pas avoir d'arrêt de travail.
Alors, ne pas faire de RT-PCR chez un vacciné avant une intervention chirurgicale signifie-t-il qu'on n'a aucune crainte de portage du SARS-CoV-2 chez les vaccinés? La crainte est extrêmement faible. Donc, je pense qu'à un moment, je veux dire, on peut accepter ce niveau de risque faible. À partir de quand la vaccination avec AstraZeneca sera-t-elle ouverte aux infirmières et aux sages-femmes sans la présence d'un médecin? Alors, de facto, déjà dans les centres de santé, ça se passe ainsi avec les infirmiers. Les décrets leur permettant de vacciner, je sais qu'ils ont été passés. Dans les unités mobiles de vaccination, ils vaccinent. Dans les EHPAD, ils vaccinent. Donc, pour moi, il n'y a pas de restriction aujourd'hui à leur possibilité de vacciner selon les indications telles qu'elles prévalent aujourd'hui. Quid de la consultation prévaccinale quand la vaccination sera possible en pharmacie? Faut-il une présence médicale? Non. La réponse est non. Il y a quelques questions simples à poser. S'assurer qu'il y a bien une comorbidité, mais ce n'est pas très compliqué. Se poser la question, évidemment, du contexte, si la personne est malade au moment où éventuellement on envisage la vaccination, la question des anticoagulants, et c'est tout. Donc non, ce n'est pas nécessaire. Pas plus que pour la vaccination antigrippale. Hein. Il faut dédramatiser la vaccination contre le Covid. C'est un geste qui est aussi simple que la vaccination antigrippale et plus efficace, par ailleurs. Pouvez-vous confirmer la réponse concernant le dépistage avant intervention chirurgicale lors d'une hospitalisation? Chez les sujets vaccinés qui sont entrés dans la zone de protection, oui. Évidemment, si la personne a eu le vaccin et on est 2 jours après la première dose, il n'est pas encore protégé. Donc évidemment, dans ce cas-là, ce n'est pas valable. Mais une fois que les gens, on est par exemple 15 jours après la première dose, si on va être très rigoureux, 21 jours après la première dose, que ce soit d'un vaccin ou de l'autre, c'est bon. Alors, après les humains et leur vaccination, les animaux domestiques risquent-ils de développer des formes graves de la Covid? Devront-ils être vaccinés comme pour la rage ou la maladie de Carré? Non, il n'y a pas vraiment de transmission du virus des animaux à l'homme, en tous les cas dans le contexte actuel. Et ces animaux, d'ailleurs, font quelques infections, mais à part le hamster dont je parlais tout à l'heure, font des infections beaucoup plus bénignes que l'homme, parce que le virus, il est vraiment adapté à l'homme, il n'est pas adapté aux autres animaux. Donc, il n'y a pas une discussion de ce type. Pour les nouveaux entrants en EHPAD non vaccinés, comment se procurer une seule dose juste avant l'entrée pour commencer la couverture vaccinale le plus tôt possible? Oui, c'est une question qui n'est pas complètement simple. Je pense que probablement le mieux, c'est d'organiser les choses avec le médecin, un médecin généraliste de cette personne ou le pharmacien et d'obtenir des doses et les transporter, soit un médecin par exemple ou un infirmier et vaccine la personne au niveau de l'EHPAD. Mais évidemment, ça demande une organisation un peu plus compliquée que le reste de la vaccination. Mais en tous les cas, le fait qu'on puisse aussi vacciner avec l'AstraZeneca à cet âge et les personnes en maison de retraite facilite un peu les choses. Ça ne reste pas d'une simplicité extrême, mais c'est faisable. Et on ne peut qu'encourager à l'organiser. Maintenant, on peut aussi regrouper, d'attendre un tout petit peu et qu'il y ait plusieurs personnes à vacciner dans un EHPAD, les entrants des 8-15 derniers jours, par exemple. Situation de ce type. Alors, je pense que c'est une question sur les vaccins. Sont-ils interchangeables, mais pas entre première et seconde dose? Oui, je pense que c'est mieux de respecter le fait qu'on se fasse vacciner pour la première et la seconde dose avec le même vaccin, parce que là, on sait ce qui se passe, on connaît les résultats. On ne les connaît pas encore concernant les mélanges. Il y a des études en cours en Grande-Bretagne concernant le mélange, mais sauf situation accidentelle, circonstancielle qu'on a évoquée tout à l'heure, il vaut mieux se faire vacciner avec 2 fois le même vaccin en respectant les délais que j'ai indiqués tout à l'heure. Alors, je pense que vous avez déjà pas mal répondu là-dessus. On avait une nouvelle question.
sur des potentielles contre-indications avec AstraZeneca, notamment avec des allergies? Non, il n'y a pas de contre-indication liée à l'allergie, ni pour l'AstraZeneca, ni pour le Pfizer. Quid de la vaccination chez les personnes ayant déjà eu le Covid, forme symptomatique ou non? Je pense que j'ai déjà répondu, je répète, c'est une dose en attendant au minimum 3 mois et peut-être 6 mois après l'infection. Alors, certains soignants vaccinés vérifient leur statut immunologique avec une sérologie Covid qui reste négative après la vaccination. Comment expliquer cela? Alors, premièrement, il n'y a aucune raison de faire une sérologie. Et ça s'explique par le fait que beaucoup de tests qui sont utilisés, c'est un piège, cherchent les anticorps contre la protéine qui est la nucléocapside, qui n'est pas contenue dans le vaccin. Donc, c'est absolument évident que si on est vacciné avec la spike, on fait des anticorps contre la spike, mais pas contre la nucléocapside. Donc, ce test est faussement négatif. Donc, il n'a aucun intérêt. Alors, sur la question, il y a une question sur les directives du MSS avec la vaccination des professionnels par type de vaccin. Là-dessus, je pense que je peux répondre en disant que les choses vont être mises à jour sur le site du ministère. Je peux déjà répondre là-dessus. Alors, la question sur le Covid, Alain Fischer vient déjà d'y répondre. Peut-on mettre le vaccin AstraZeneca aux personnes avec traitement immunodépresseur? Oui, bien sûr. Encore une fois, il n'y a plus de différence entre les deux. Compte tenu des informations recueillies récemment, la réponse est oui. Et je répète que ces personnes sont par ailleurs prioritaires pour la vaccination puisqu'elles sont plus à risque de formes sévères. Les gestes barrières doivent-ils toujours être appliqués une fois vaccinés et pourquoi? Et de ce fait, comment convaincre le personnel s'il n'y a pas de changement dans le mode de vie et de travail? Il faut accepter qu'il y ait un temps encore de protection par les gestes barrières parce qu'on n'a pas les certitudes sur la question de la transmission dont j'ai parlé tout à l'heure. Tant qu'on n'est pas totalement solide sur ce point, on est obligé d'être prudent. Le virus, par ailleurs, circule, chacun le sait, beaucoup dans certaines régions, pas trop chez vous, dans votre région, je crois, mais dans beaucoup de régions de France, même à des niveaux assez élevés. Donc, il faut maintenir ces précautions, même si on aimerait bien s'en passer. Mais tant qu'on n'a pas plus d'informations sur la prévention de la transmission, il faut les respecter. Pourquoi faut-il faire un rappel chez les patients auparavant infectés en EHPAD et pas chez les personnes âgées à domicile? Même question pour les délais de vaccination après Covid. Pourquoi 3 mois en EHPAD et 6 mois à domicile? Non, ça c'est pas exact, c'est le même délai. Les choses ont été un tout petit peu modifiées récemment, mais il n'y a pas de différence. Alors, il y a pas mal de questions auxquelles on a déjà répondu. Donc, si la consultation prévaccinale en officine n'est pas obligatoirement réalisée par un médecin, est-il nécessaire de maintenir les consultations prévaccinales en centre de vaccination par des médecins? Il n'y a plus vraiment de consultation prévaccinale. Il y a simplement au moment où on vaccine la personne, on répond à quelques questions que j'ai évoquées tout à l'heure. C'est tout. Peut-on exclure les personnes vaccinées des campagnes de dépistage systématique? Qu'est-ce qu'on apprend par campagne de dépistage systématique? Je dirais strictement non. Il y a encore un risque de portage, on a discuté à l'instant. On peut encore, il n'est pas exclu, on espère que non, mais pas exclu qu'on puisse être vacciné et encore porter le virus. Alors, pardon. Dans la liste actuelle des comorbidités, il y a immunodépression congénitale ou acquise. Peut-on comprendre également que sont inclus tous les patients sous immunodépresseurs? Oui, bien sûr, évidemment. Alors, le vaccin AstraZeneca, peut-on le faire chez les patients avec transplantation cardiaque ou rénale? Oui. Alors, je vois qu'il reste à peu près 5... il reste beaucoup de questions. Donc, il y a peut-être certaines questions auxquelles on répondra aujourd'hui par écrit, si vous le souhaitez.
Une personne vaccinée en EHPAD n'a pas pu recevoir sa deuxième dose pour raison médicale. Sous quel délai maximum peut-elle recevoir sa deuxième dose? Pas de délai maximum, mais le plus tôt sera le mieux. Alors, mes excuses, je n'avais plus de batterie. Vaccination des... Alors, on a répondu là-dessus. Un patient âgé de moins de 50 ans atteint de sclérose en plaques a vu son traitement hospitalier suspendu en attente de vaccination Covid. Quand pourra-t-il être vacciné et par qui? Je suis un peu surpris qu'on ait suspendu un traitement dans la perspective de la vaccination. Là, ça me paraît étonnant. Enfin, ça ne me paraît pas correspondre à une logique médicale. Peut-être qu'il y avait une autre explication concernant l'évolution de la maladie du patient. Là, je ne peux pas répondre, je ne sais pas. Après, ça dépend de la sévérité du traitement immunosuppresseur, la sévérité de la maladie en termes d'indication de vaccination. Si c'est une forme pas trop sévère, ce n'est pas encore tout à fait le moment de la vaccination. Ça viendra un peu plus tard. Mais ça dépend du cas. Je ne peux pas, comme ça, donner une réponse précise, ne connaissant pas la situation de ce malade. Alors, la saisie sur vaccin Covid va-t-elle évoluer pour un transfert du statut vaccinal aux médecins? Alors là, je ne comprends pas. Du statut vaccinal. Là, je pense que la personne, si elle peut réécrire sa question parce qu'on ne voit pas très bien. En attendant, il y a une autre question. Je reprends ma question sous une autre forme. Pourquoi l'ARS et la DGS imposent 2 vaccins chez les résidents d'EHPAD déjà infectés? Non, maintenant, face à la consigne est toute récente, hein, ça date de cette semaine, mais la consigne, c'est une injection. Ok. Si la consultation prévaccinale est en effet allégée, en cas de doute, un médecin doit normalement vérifier et valider ou non la vaccination. Ce dispositif est-il maintenu? Sinon, les permanences médicales en centre de vaccination ne seraient plus nécessaires. Il peut y avoir des situations de doute qui appellent à un avis médical, surtout pour des patients qui auraient vu à l'hôpital avec des pathologies un peu complexes. Donc, je pense que la réponse, elle n'est pas complètement négative. Elle n'est pas loin d'être négative, mais il y a quelques situations de pathologies médicales complexes qui peuvent requérir une expertise médicale qui peut être recueillie de diverses manières. Pour une seule injection, si antécédé Covid, la consigne de cette... Ah non, pardon, excusez-moi. Le délai de 12 semaines entre 2 injections est-il la règle absolue? Oui, la nouvelle consigne, oui, parce que c'est ce qui permet d'avoir le meilleur effet de protection apporté par la seconde dose. Pouvez-vous faire inclure les obèses dans les personnes vulnérables à très haut risque pour une vaccination hors critères d'âge? Ce sont eux qui sont majoritaires en réanimation. Et aujourd'hui, les personnes, en tous les cas âgées de plus de 50 ans et qui sont obèses, peuvent être vaccinées. Et ça représente quand même beaucoup de ces personnes. Après, la discussion pour les plus jeunes, enfin, il y a eu énormément de discussions sur ce sujet. C'est un facteur de risque, mais par rapport à d'autres, je parle des plus jeunes, hein, des gens qui ont 30 ans ou 40 ans aujourd'hui. Heureusement, d'abord, ils sont relativement peu nombreux à avoir des obésités très, très fortes. Donc, s'ils n'ont pas l'obésité à soi seule n'est pas un facteur de risque, disons, extrême, comme le sont un certain nombre d'autres pathologies. Maintenant, ce qui est prévu, c'est que si des personnes ont à la fois une obésité et en plus, en gros, une polypathologie, ils peuvent être vaccinés même s'ils ont moins de 50 ans. Donc ça, c'est laissé à l'appréciation du médecin. Est-il prévu une communication nationale une fois que l'AstraZeneca sera disponible de manière conséquente pour favoriser la vaccination? Ce vaccin est disponible de façon conséquente, puisqu'il y a même des stocks de quelques centaines de milliers de doses qui n'ont pas encore été utilisées. Et qu'en mois de mars, on disposera de plusieurs millions de doses de ce vaccin. Il en sera de même dans les mois qui viennent. Nous sommes dans cette phase et je pense qu'il y a eu déjà beaucoup d'éléments de communication
à tous les échelons pour faire en sorte que ce vaccin soit utilisé selon les recommandations qui ont été émises donc, par la Haute Autorité de Santé. Bon, évidemment, plus on fait, mieux c'est. Et encore une fois, il faut le faire avec pédagogie, mais je pense que le relais que vous pouvez faire auprès de vos collègues d'une part et auprès de vos patients d'autre part est pour moi le plus important. Alors, on prend deux dernières questions, si ça vous va. Concernant les résidents en EHPAD vaccinés, existe-t-il un risque de portage sain du virus et de transmettre aux résidents non vaccinés? C'est un risque faible, mais on ne peut pas encore l'écarter. C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur ce que l'on sait. Ce n'est pas encore tout sur la prévention de la transmission. J'espère que rapidement, on aura des informations plus précises. Le document de la DGS en date du 2 mars mentionne bien que les personnes âgées hébergées en EHPAD et auparavant infectées doivent être vaccinées sur le schéma à 2 doses. Ouais, que devons-nous faire, car ordre contradictoire? Écoutez, on va vérifier auprès de la DGS. Pour moi, la logique, c'est qu'il n'y a pas d'exception, en fait, sauf les sujets très immunodéprimés, mais qu'il n'y a pas de raison de vacciner 2 fois ces personnes. On va vérifier ça avec la DGS. Alors, bon, la dernière, est-ce que, ouais, bon, je pense, alors il y avait une autre question, je pense que vous avez déjà pas mal répondu, mais c'est comment se positionne désormais le vaccin Pfizer par rapport à AstraZeneca? Oui, je pense qu'on a beaucoup discuté de ça. De facto, aujourd'hui, la seule différence, c'est la logistique en termes d'indication potentiellement, et se recouvre complètement compte tenu de l'équivalence dans leur équivalence d'efficacité. Bien. Ce que je vous propose, c'est que s'il y a d'autres questions complémentaires, n'hésitez pas peut-être à nous les faire parvenir par écrit et on y répondra par écrit. Très bien. Écoutez, le temps s'est très vite écoulé. Merci, professeur Fischer, pour votre intervention et les réponses aux questions. Merci à Madame Le Paul d'avoir animé ces questions. Merci à tous les professionnels, responsables d'établissement, directeurs qui sont connectés. Ça a été très enrichissant. J'espère que cette présentation a pu répondre à l'ensemble de vos questions et vous aidera face aux patients à convaincre, aux professionnels à convaincre sur la vaccination qui est nécessaire aujourd'hui pour sortir de cette période difficile. Merci beaucoup. Merci, professeur Fischer. À vous. À bientôt pour les collègues de la région. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.